True Global Ventures, c'est un fonds de capital risque qui a été créé à Singapour, mais avec une équipe d'entrepreneurs en série qui se réunissent et qui réunissent leur argent pour investir dans des entreprises du Web3, de la blockchain, des NFT, des cryptos. Et il a la particularité d'avoir des représentants, des founding partners, dans une vingtaine de villes dans le monde. La série B, c'est à peu près là où on commence à intervenir et on va aider avec ce network de founding partners dans une vingtaine de villes dans le monde, l'entreprise dans laquelle on investit à s'étendre à l'international. On a trois grandes verticales. La première, c'est l'entertainment, dans lequel on dédie en fait une partie de nos investissements et notre comité d'investissement. Donc l'entertainment, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui fait l'adoption de la technologie. En gros, le divertissement, le gaming, c'est en règle générale, si on regarde sur les vagues technologiques des 20 dernières années, c'est ce qui fait l'adoption massive par la population. Donc l'entertainment, ça a été notre première verticale. Les autres verticales, c'est services financiers, puisque on est sur une technologie qui permet le transfert de valeur, qui permet la sécurisation des données, et sans intermédiaire. Et donc à partir de ce moment-là, toute la partie des services financiers est une partie très développée, et donc c'est une verticale intéressante. Et là, je prends un exemple, on a investi récemment dans la série B de CoinHouse, qui est un acteur français. Et la troisième verticale, c'est l'infrastructure. Il faut encore beaucoup de développement pour que l'ensemble de la population des développeurs en fait, adoptent ces technologies, développent dessus, et donc il y a des couches d'infrastructures qui sont nécessaires pour simplifier tout ça. Ça va de la technologie de mining. On a investi dans une société qui s'appelle CCU, qui est au Canada et qui mine du Bitcoin sur de l'énergie 100% green, sur un barrage notamment. Et puis, on a aussi investi dans un Layer 1 qui s'appelle Chromaway et qui permet en fait d'opérer la technologie pour des développeurs Web 2 et leur permettre de développer des outils Web 3 pour des métaverses notamment et aussi du gaming. Donc, de l'entertainment, du divertissement, des services financiers et de l'infrastructure. En fait, le Web 3, c'est à la fois une technologie qui permet le transfert de valeur, on en a parlé, mais aussi à l'information de circuler de manière à la fois traçable et sécurisée. Et tout en garantissant en fait la confidentialité de ces données. Ce qui fait la réunion de cet ensemble fait qu'à un moment donné, ça permet à des gens de développer sur cette technologie des expériences qui sont complètement nouvelles. On peut transférer de la valeur d'un utilisateur à l'autre sans passer par des intermédiaires. C'est ce que permet de faire un certain nombre d'acteurs. C'est aussi dans l'entertainment la capacité à développer des expériences de métaverse, et c'est sur ce registre partagé qu'on va pouvoir créer des expériences nouvelles, des aventures, de métaverse, sur lequel les créateurs vont pouvoir produire leur contenu, mais aussi le diffuser. Et ça, c'est un peu nouveau. Je pense à l'album des Daft Punk qui s'est fait sur de la musique électronique, qui a permis la musique électronique avec un matériel finalement très peu cher. Aujourd'hui, on peut développer des expériences avec un matériel raisonnablement, dans un budget assez raisonnable. Et donc, c'est toute une nouvelle génération de créateurs d'expériences qui est en train d'arriver dans le Web 3 et permettre en fait l'explosion des NFT, des cryptos, des tokens, des métaverses, des jeux vidéo, voilà. Déjà, je ne suis pas sûr qu'on puisse tout mettre dans le même panier. On dit souvent crypto-monnaie, mais en fait, ça devient de plus en plus compliqué, sachant qu'il y en a à peu près 18 000. Donc, je pense qu'il faut différencier ce qu'est le Bitcoin,
ce qui est l'Ethereum, et puis éventuellement tous les autres projets qui se développent sur cette technologie-là, qui sont parfois prometteurs, parfois pas prometteurs du tout, et donc il faut faire la différence. Le Bitcoin est plutôt une réserve de valeur à long terme, et donc il n'y en aura que 21 millions, et donc c'est une sorte de réserve d'argent, d'argent numérique. Et donc je pense que sur le long terme, je ne suis pas forcément un spécialiste de Bitcoin, mais sur le long terme, ça ne peut faire que prendre de la valeur. L'Ethereum, c'est plutôt un écosystème qui permet à des développeurs de développer et d'encapsuler de la valeur des smart contracts sur ce protocole, et puis plein d'autres projets comme les projets de métaverse dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi plein d'autres qui vont promettre des choses plus rapides, plus scalables. Voilà. Donc je pense qu'il faut faire en tout cas sa due diligence quand on décide de vouloir s'intéresser à ces sujets, éventuellement d'y investir. Ça permet aussi facilement à tout le monde d'y investir, et donc vous avez plusieurs générations d'investisseurs qui sont rentrés dernièrement, entre les premiers investisseurs de Bitcoin et puis les derniers qui sont rentrés sur les NFT et quelques hype. Il y a probablement beaucoup de déçus en ce moment, donc le contexte du marché est quelque part en plein crash, propice à une sorte de nettoyage du marché pour que les meilleurs projets émergent. C'est d'ailleurs pour ça, d'autres disparaissent, c'est d'ailleurs pour ça qu'on lance un fonds de suivi, un fonds successeur, pour pouvoir entrer dans les champions du fonds précédent, dans des projets qui sont devenus de plus en plus matures, qui ont un leadership et qui sont voués à un avenir de devenir probablement les prochaines unicornes du Web3. Si on regarde un petit peu la partie culturelle de la métaverse, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, on appelait ça le cyberespace. Et donc, c'est une culture, et notamment les CryptoPunks, qui vient d'écrivains de science-fiction qui, depuis les années 50, nourrissent en fait notre imaginaire d'un certain nombre de mondes parallèles sur lesquels l'humanité et la machine sont en lutte permanente. Parfois, on vit et on meurt dans la métaverse, de Tron à Matrix, et voilà, quelques films qui sont très connus. Moi, j'ai lu pas mal de romans de William Gibson dans ce courant-là, d'anticipation. C'est toujours super intéressant. Mais c'est vrai que ça nourrit un univers et une culture plutôt avec des gens très isolés, contre la machine, parfois en guerre, ou des paysages un peu perdus. Je pense que cette génération d'écrivains a mis de côté les aspects relationnels qui ont été notamment émergés pendant le Web 2 avec les réseaux sociaux, mais qui a fait que les gens se reconnectent et utilisent ces outils pour se connecter. Donc je ne mettrai plus en opposition la machine et l'humanité, j'irai plus loin en disant voilà, qu'est-ce que se connecter entre humains peut nous permettre de faire. Donc plutôt un avenir positif. Sur la partie contrôle, c'est vrai que c'est une technologie le Web3 de traçabilité. Donc fatalement, monitorer cette traçabilité peut donner lieu à des dérives, comme c'est le cas, ou à des censures, comme ça peut être le cas en Asie ou aux États-Unis. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait que cette nouvelle génération de créateurs, qui, avec encore une fois peu de matériel, va être en capacité de produire et de créer, de diffuser ce nouveau type de contenu. Si on imaginait une territorialité plutôt européenne, on pourrait voir en fait une nouvelle génération émerger plutôt optimiste, et moi ça me rend plutôt enthousiaste. On doit être positif pour plusieurs raisons. La première, c'est que il y a eu un énorme effort de fait par ceux qui donnent le pouvoir de miner toutes ces transactions, notamment pour basculer dans un monde d'énergie renouvelable. Alors pourquoi ils ont basculé dans un monde d'énergie renouvelable? C'est que d'abord c'est l'énergie la moins chère. Et donc pour accéder à brancher des machines, pour pouvoir donner cette capacité de miner, il faut de l'énergie la moins chère possible. Et donc le renouvelable a été une grande source. Aujourd'hui, plus de
60%. Alors c'est monitoré dans le temps, hein, c'est aussi une des industries qui se monitorent en temps réel. Et donc vous avez des statistiques qui sont sorties notamment par le Green Mining Bitcoin Council, sur lequel vous avez 40% en fait de l'industrie qui monitor. Aujourd'hui, on a plus de 60% de l'énergie Bitcoin notamment qui est de l'énergie green. Mais si on va un peu plus loin, on peut en fait observer, et notamment c'est le cas de notre investissement dans CCU, qui est une société au Canada qui mine sur de l'énergie, sur un barrage qui serait de toute façon perdu. Vous pouvez commencer d'envisager le fait que Bitcoin serait potentiellement le modèle économique de la transition écologique, parce que vous pouvez générer, créer de la valeur à un endroit et sur une énergie, encore une fois, renouvelable, mais potentiellement gaspillée, et la déplacer et en créer de nouvelles ailleurs. Voilà, donc des ressources naturelles, du mining et du transfert de valeur qui permettrait en fait de recréer de l'énergie ailleurs. Donc plutôt un modèle économique intéressant. Sur la cybercriminalité, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de hacks, mais finalement quand on regarde les chiffres et en pourcentage, c'est beaucoup moins que le cash, évidemment. En termes de criminalité, je crois que c'est 0,15% de la partie crypto menée cybercriminalité. C'est beaucoup moins que le cash et sur le dollar, en tout cas en termes de blanchiment, par exemple. Donc il y a cette traçabilité, elle offre aussi la possibilité de donner plus de traçabilité, une meilleure compréhension en fait des acteurs et une meilleure transparence. Et donc potentiellement, on a d'ailleurs des acteurs en Europe comme Scorechain Luxembourg qui travaillent avec toutes les banques pour tracer d'où viennent les transactions, faire des opérations anti-blanchiment, le KYC des transactions. Voilà. Le Web3 a un petit côté Robin des Bois, repartage des richesses, redistribution des richesses, notamment auprès des créateurs. Donc moi, ce que je vois au-delà de la hype des NFT et du reste, c'est vraiment une nouvelle génération de développeurs, de créateurs qui est en train de se créer, parfois dans des pays émergents. Donc nous, on regarde ça avec notre prisme de pays mature, à quoi ça sert, pourquoi on a finalement un système bien établi. Mais en fait, si on regarde ça d'un point de vue des pays émergents, c'est probablement l'occasion pour tout le monde de rentrer dans une ère avec des services financiers, du divertissement et la possibilité de chacun d'avoir une meilleure répartition en fait de ces richesses. C'est pour ça qu'on appelle ça le Web 3 et qu'on aimerait que ça aille pas dans la même direction que ce qui est devenu le Web 2, c'est-à-dire centraliser quelques acteurs qui détiennent toutes les richesses. Ça pourrait être l'occasion en fait à 3 milliards de personnes sur Terre d'avoir accès à plus de richesses, une meilleure énergie et un nouveau futur, et notamment autour des services financiers et du divertissement.